Salut Alexis, bienvenue, merci beaucoup de te joindre à nous ce soir pour nous présenter ton parcours, tes problématiques et des exemples de succès et de challenges que tu as pu rencontrer. Qui es-tu, d'où viens-tu, qui est Alexis et qu'est-ce qu'il fait surtout? Donc, je m'appelle Alexis, je vis à Paris, j'ai 34 ans. Je m'occupe des opérations au sein du Lume Network. Pour donner un peu de contexte, c'est une blockchain. Peut-être déjà entendu parler de Bitcoin. Il y a Ethereum aussi qui en a une autre. Et le Lume Network, ça fait partie d'une myriade d'autres blockchains qui ont un peu leurs particularités et leurs avantages. Et notre mission fondamentalement, c'est d'héberger des produits et des services pour le grand public. On pourra détailler un peu plus tard, mais c'est vraiment une plateforme technologique en fait sur laquelle viennent s'imbriquer des cas d'usage. D'accord, donc du coup, si je comprends bien, de manière très schématique, ce que vous faites, c'est proposer une architecture blockchain pour des services du monde réel qui souhaitent avoir accès à la techno sans forcément devoir en développer des briques entières. Exactement, parce que les boîtes n'ont pas forcément les connaissances pour, les équipes en interne, pas forcément l'envie ou la capacité de lancer une grande campagne de recrutement pour ensuite lancer une grande campagne de construction de blockchain. Ouais. Donc le fait d'en avoir une accessible avec déjà cette mission de rendre les choses simples, c'est notre positionnement et c'est ce qui fait qu'on a plutôt des bons échos sur côté organisation, c'est-à-dire les entreprises ou autres, et aussi côté utilisateur final, parce qu'on a une grande attention à tout ce qui est UX, donc l'expérience utilisateur, ce qui peut paraître commun pour tous les gens qui utilisent des services web 2.0, enfin du web traditionnel, c'est l'ancien web, parce qu'on utilise tous les applications, on les télécharge et c'est intuitif. Pour tout ce qui est blockchain et web 3, il y a pas mal de problématiques d'accès, ne serait-ce que d'accès, de gérer son wallet, ses clés privées. On pourra rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, mais pour l'utilisateur lambda, mon père ou d'autres, c'est compliqué d'utiliser ces technologies-là. Notre mission, c'est vraiment de faciliter ça. C'est sûr que c'est pas les technos les plus accessibles, entre guillemets, pour le grand public qui soit, mais du coup, à l'intérieur de tout ça, hyper intéressant, il y a deux choses, je pense, qui ressortent un petit peu. La première, c'est que tu fais des ops dans une boîte pour un protocole de blockchain qui a un domaine qui a un peu la réputation d'être un truc pure tech. Donc je pense que c'est intéressant si tu peux nous dire un petit peu ce que c'est les ops concrètement pour le Lume Network. Et le deuxième point, c'est qu'est-ce qui t'amène à ce moment-là? Tu vois, comment on en arrive à faire des ops dans une boîte qui fait de la blockchain? Alors ce que c'est aujourd'hui pour moi, je ne prétends pas être que ça soit la représentation exhaustive de tout ce qui est ops dans un protocole blockchain. Mais disons qu'il y a une partie, beaucoup de coordination entre ce qui est la partie technologique et la partie business en fait de la boîte, à travers les partenariats, le marketing ou la communication en général. Donc il y a beaucoup d'alignement à faire et c'est cette partie-là un peu d'être coordonné en fait, sur que les deux avancent et qu'il n'y ait pas comme qui annonce un truc sur quelque chose qui est déjà daté, sur lequel on n'est pas encore prêt à communiquer, etc. Donc il y a toute cette idée d'aligner l'équipe en interne pour le monde externe. Il y a une partie un peu plus admin qui est pas forcément évidente parce qu'il y a une boîte un peu traditionnelle comme on l'imagine française, mais il y a aussi et surtout une fondation qui est basée en Suisse, fondation non-profit, qui guide en fait le développement du Lume Network. Donc je suis impliqué aussi dans pareil la coordination et la vie de ces entités-là, que ce soit côté légal, côté compta, etc. Dans ce qu'on entend comme écho quand on regarde et lit des choses sur la blockchain, il y a beaucoup aussi de scams et de choses un peu pas très recommandables et des gens qui tout simplement en volent. Donc nous on est une boîte sérieuse et on fait les choses sérieusement avec toute la structure qu'il y a derrière. Et ça demande du coup d'être géré. Je suppose que tu as un certain nombre de layers de complexité au fur et à mesure que tu épluches l'oignon qui doivent se présenter. Avant de refocus sur toi, du coup, pourquoi une fondation en Suisse, une boîte en France? Je me doute qu'il y a un rationnel fort derrière. Peut-être pour préciser pour l'audience, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce setup? Alors la boîte en Suisse, c'est parce que la législation et le cadre en fait réglementaire est beaucoup plus clair en Suisse qu'il ne l'a été en Europe. Donc en fait en Suisse c'est relativement cher d'avoir une fondation, il y a des coûts de structure importants pour établir tout ça là-bas, mais au moins les règles sont claires. Ouais. C'est-à-dire une fondation qui s'occupe d'un protocole blockchain, elle a le droit de manipuler des actifs numériques, elle est auditée régulièrement, il y a tout un cadre en fait qui fait qu'au regard de l'administration suisse,
c'est OK d'être une fondation non-profit qui gère une blockchain. L'entreprise française, elle agit un peu comme il y a un côté qui est lié à l'origine des fondateurs du Loom Network, puisque ce sont des fondateurs français. Et donc l'origine des équipes était en France et il y avait besoin d'une structure française pour gérer la partie contractuelle, embaucher quelqu'un, etc. Et pour héberger du coup la partie purement opérationnelle de l'activité, avec l'avantage de la fondation en Suisse qui évite de se retrouver un petit peu dans le flou qui existait dans le reste des pays de l'UE, qui existe toujours dans la plupart d'entre eux. Il y a une réglementation qui arrive avec MiCA, pour ceux qui ont suivi, mais c'est une réglementation au niveau européen qui vise à justement donner un cadre juridique et permettre à l'entrepreneuriat autour de tout ce qui est Web3 de fleurir. Il y avait des discussions pour savoir si c'était suffisamment, ça laissait un champ suffisamment libre ou pas. J'ai plus exactement suivi les derniers détails, mais a priori, ça exclut tout ce qui est NFT, donc les gens vont pouvoir innover un peu comme ils veulent là-dessus, mais ça cadre tout ce qui est très lié à des cas d'usage, on va dire financiers, pour pas que ça soit en fait des produits financiers déguisés en blockchain. Ça retomberait en fait sous le coup de la législation financière, à confirmer avec des personnes qui comprennent vraiment dans le détail des sujets. Il y a beaucoup de not financial advice, là c'est not legal advice de ma part. Donc à suivre un peu de près, mais ça évolue dans un sens plutôt positif quand on regarde par exemple les États-Unis où il y a quand même des blocages importants au niveau de la réglementation. Des blocages assez forts et puis des trucs, une dynamique un peu coup de poing où du coup ça avance par à coup avec des gros blocages qui débarquent. Puis les administrations qui se prennent aussi des taquets un peu en retour parce qu'il y a des grosses boîtes type Coinbase qui sont en train d'essayer de choper des licences ailleurs parce que si le cadre réglementaire est pas clean d'un côté, ils vont chercher un endroit où s'établir ailleurs. Toujours un peu le problème quand tu évolues dans un environnement où tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Il y a aussi une partie de la communauté crypto qui voulait qu'il n'y ait absolument pas de réglementation, etc. Et là pour le coup c'est un avis personnel et un peu éduqué dans le sens où j'ai eu des discussions avec des gens pour le coup qui s'y connaissent vraiment. C'est compliqué de vouloir développer une industrie s'il n'y a pas des sortes de bases qui protègent les consommateurs et les gens. Donc avoir une réglementation c'est important et il y a même maintenant des entrepreneurs qui sont un peu cassés les dents sur le fait qu'on ne sait pas si on peut opérer demain ou pas ici. Donc il faut qu'on ait une réglementation. Est-ce qu'elle est plus ou moins contraignante ou est-ce qu'elle laisse plus ou moins le champ libre à l'innovation? Il y a de l'innovation qui peut, parfois ça va marcher, parfois ça va pas marcher. Il y a un risque technologique, il y a différentes natures de risques. Mais fondamentalement, on est mieux cadré quand il y a un minimum de réglementation et qui permet de développer au final les entreprises et du coup les opérations, on y reviendra, mais dans un cadre qui est un peu moins incertain. Hyper clair. Et du coup, quel parcours qui t'amène aux opérations qui ensuite te conduiront aux ops dans des sujets blockchain plus spécifiquement, mais comment si on remonte un peu le fil? Alors, si on remonte le fil, j'ai fait une école de commerce assez classique en France, parcours, cursus scolaire normal. J'ai eu assez vite envie d'étranger et je suis allé au Brésil dans ma dernière année en fait. C'était pas juste un échange, c'était une première étape pour vivre dans un pays que je connaissais uniquement en vacances en fait. Ce qui était la bonne décision puisque c'était déjà intéressant, amusant, etc. Et j'ai rencontré en fait mes cofondateurs puisque j'ai commencé dans l'entrepreneuriat directement à la fin de mes études avec un associé chinois au Brésil, donc c'est pas commun. Mais pour des choses, c'était un peu de l'import, aider les entreprises chinoises à s'implanter au Brésil. Okay. Donc rien à voir avec la technologie et la blockchain. C'était assez intéressant comme un peu tous les sujets, je pense, quand on se donne le temps de se plonger suffisamment dedans. Donc ça, c'était pour une boîte, on va dire, de conseils pour des boîtes chinoises qui viennent s'implanter au Brésil. Et il y avait une autre partie qui était avec des associés brésiliens, qui était une boîte plus tech, qui était un site, pour faire simple, un site de Paris. Pas forcément comme on se l'imagine, il y avait des layers de gamification, puisque l'un des associés était économiste et il adorait cette partie théorie des jeux. Et l'idée, c'était de pouvoir parier sur des choses vérifiables qui vont au-delà un peu du pari sportif. Je sais que ça s'est développé en Angleterre, mais peut-être un peu moins en France, mais sur les résultats d'élections par exemple, sur la météo, sur est-ce qu'il va vraiment pleuvoir ou pas demain, du coup c'est vérifiable, c'est des gouttes de pluie qui sont tombées ou pas. Et en fait tout ça c'était venu de discussions un peu au bar, etc. Où il y avait toujours le type qui disait ah mais je savais que ça allait se passer, je savais que telle équipe allait gagner et tout. Puis au bout d'un moment on se dit ça, mais c'est trop facile de venir et de dire après que ça soit arrivé, je le savais. Donc on va te donner une plateforme, on va te donner même les questions et tout, tu vas te dire, tu vas vraiment valider ici. Et si tu es vraiment bon, il y a des gens peut-être qui ont une analyse plus fine, qui ont de l'information privilégiée ou pas, j'en sais rien, mais qui au final arrivent à être des bons prédicteurs. On voulait faire une sorte de crowdsourcing comme ça, donc c'était super intéressant dans l'aspect entrepreneurial. Évidemment on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables, mais super intéressant parce que ça force à
à mettre différentes casquettes et on doit aller chercher des fonds demain. Aujourd'hui, on doit créer un truc de social media, du coup il faut qu'on ait du contenu, il faut devenir designer, il faut apprendre à utiliser un outil de design. Donc ça apprend vraiment à se démerder de façon, c'est une très très bonne école, je dirais l'entrepreneuriat de façon générale. Donc de commencer par ça, ça a donné, puis on est obligé de commencer avec une sorte d'intensité qui, quand je regardais en parallèle un peu les collègues d'école, etc., qui avaient pris d'autres parcours, c'était radicalement différent. J'ai fait un petit passage chez une boîte du CAC 40 en stage. J'ai vu que c'était pas pour moi, donc il me fallait autre chose un peu dans l'approche du travail où il fallait absolument s'amuser tous les jours, et il y a aussi une grosse partie de stress et tout. Et avoir le quota de stress et de dopamine qui vont avec les échéances courtes, les imprévus non-stop, à devoir gérer un petit peu les problèmes et à essayer d'être agile. Alors c'est un mot qui est un peu surutilisé à mon sens, mais qui a un vrai, presque une valeur en fait, quand tu es dans des petites structures qui ont besoin de naviguer vite. Et il y a un plan, il y a des problématiques, peut-être que le gros client qui te fait signer, il te repousse et tu peux signer avec lui que dans 6 mois, qu'est-ce que tu fais en attendant, quoi. Des choses très pratiques. En disant que ça c'était un peu la première étape professionnelle, l'entrepreneuriat direct. Les boîtes n'ont pas marché. Ou en tout cas, ça a marché, ça m'a permis de vivoter, de manger des pâtes, etc. Tout le folklore de l'entrepreneur, du primo-entrepreneur qui sort d'école. Au tout début, c'était même ok, je suis pas payé, mais du coup je paye pas le loyer. Il y avait une sorte d'arrangement un peu bref, mais c'était génial, quoi. Ça m'a amené ce côté expérience un peu dans une boîte tech, qui m'a amené à bosser pour une boîte qui s'appelait Tripda, qui était le copycat de BlaBlaCar, lancé par Requête Internet, qui est aujourd'hui un peu plus un fonds, mais qui à l'époque était plus dans l'optique de une espèce d'usine à start-up. Ouais, c'est ça, pépinière, où ils fournissaient une sorte de technologie de base, une amorce d'équipe et de fonds, et pour que les gens le développent après en local. Donc ils avaient fait ça au Brésil et dans 13 pays. Et là, pour le coup, j'ai commencé comme dans le marketing manager, etc., pour gérer des campagnes qu'on faisait sur essentiellement Facebook et Google pour recruter des drivers et matcher des gens qui cherchaient un covoit. Donc c'est un marketplace. Pour faire simple, d'un point de vue tech et business, c'est un marketplace avec de l'offre, de covoit, de la demande de l'autre côté, on étrangle le marketing au-dessus et... C'est ça. Sauf que là, ce qui est assez particulier, c'est qu'on maîtrise encore moins l'offre. C'est une sorte d'offre spontanée, c'est-à-dire c'est des particuliers qui arrivent et qui disent je vais de tel à tel endroit. Oui, parce que du coup, tu as les problématiques. Alors, il y a plein de gens en France qui en ont discuté parce qu'on a un peu le champion mondial du covoiturage qui est une boîte française. Mais les marketplaces, souvent, on dit que pour avoir une marketplace qui tourne bien, qui soit liquide, une marketplace liquide, c'est une marketplace où quand un utilisateur a besoin d'un service ou d'un produit, il vient, il se connecte, il achète et il a une quasi-certitude de trouver le service ou le produit disponible sur la marketplace. Et la règle un peu de pouce, c'est de dire qu'il te faut 3 fois plus de supply que tu n'as de demand sur ta marketplace pour avoir une marketplace liquide. Comment on garantit la liquidité d'une marketplace de covoiturage ? Bonne question. Le cœur c'est ce que tu dis. Alors j'ai vu ce chiffre 3 fois plus d'offres que de gens qui veulent booker. Je pense que ça dépend, à chaque fois il faut recontextualiser et voir si c'est vraiment le cas. Il peut y avoir des marketplaces où c'est potentiellement même l'inverse. J'ai pas d'exemple en tête tout de suite, mais dans notre cas on était dans ce que tu dis où il faut plus d'offres de covoiturage et c'est relativement simple une fois qu'on a cette offre là de trouver des gens qui vont en covoit avec. Donc d'un point de vue très pratique, ce qu'on faisait, on avait et qui était un peu une spécificité par rapport à BlaBlaCar ou d'autres benchmarks qu'on avait internationalement, on faisait beaucoup d'activation offline sur des sortes de nœuds où on sait qu'il y avait une forte demande et une forte offre aussi. Donc typiquement, on travaille beaucoup autour des universités, parce que l'État de São Paulo, donc le Brésil c'est un grand pays, l'État de São Paulo où on était localisé, il y a beaucoup d'universités à l'intérieur des terres, et il y a beaucoup d'étudiants qui font 100, 200, 300 bornes pour aller venir en week-end. Donc on était essentiellement nous sur du covoiturage longue distance. Donc c'était des hubs où il y avait beaucoup d'actions et d'événements. On faisait du partenariat avec les équivalents des BDE là-bas, on sponsorisait des gros events inter-école ou inter-université et on faisait de l'activation sur des stations essence. Donc en fait là, la question elle est simple, j'ai besoin de drivers, donc c'est des gens qui ont une bagnole,
où sont les gens qui ont des bagnoles, tu vois. Un endroit où tu les rencontres, c'est les parkings et les stations essence, par exemple. Donc on allait là-bas, on montrait là, on dormait sujet sur place. Éminemment opérationnel du coup. Éminemment, ouais, et en fait, ça impulsait une énergie en fait à l'équipe qui était sur place, qui ramenait ça au bureau et qui ramenait aussi des feedbacks aux équipes tech qu'on s'imagine juste derrière un écran à poncer du code et à les envoyer à déployer. Donc un exemple moi qui m'avait marqué, c'était l'avantage d'avoir ces équipes-là en local, c'est d'avoir des feedbacks qualitatifs et immédiatement compréhensibles. Un exemple, c'est si on était uniquement dans les bureaux, on pourrait avoir des utilisateurs qui nous disent moi, c'est en Argentine, il me semble, votre app elle marche pas, j'arrive pas à me connecter, etc. Donc pas énormément de contexte, en regardant les logs, on n'a pas forcément énormément d'infos. Sur place, ce que l'équipe avait vu, c'est qu'il y avait des zones, des régions notamment un peu plus reculées où l'accès à Internet était plus faible. Et en fait, l'app était un peu lourde à charger et du coup les gens pratiquement n'arrivaient pas à l'utiliser. Donc une sorte de feedback qualitatif où l'équipe tech, du coup dans l'équipe centrale, est revenue et a dit ok, il faut qu'on allège le code sur telle ou telle partie, parce que quand tu faisais les tests dans ton bureau, tu avais le wifi, ça allait bien, tu faisais les tests dans la rue, ça allait bien, même autour des universités, dans certaines grandes villes, ça fonctionne bien, donc tu t'en rends compte uniquement en allant sur place. En plein milieu de la Pampa, avec la première antenne 3G à 257 km à l'ouest, c'est un peu plus compliqué. Mal. Ouais, c'est ça. Il y a le côté, c'était une sorte de bénéfice que moi, en tout cas, j'ai découvert un peu sur place sur la qualité des feedbacks qu'on a pour améliorer l'app, donc toute la partie tech, en ayant ce contact. C'est rien de nouveau, toutes les startups qui passent par Y Combinator, va voir ton client, etc. Ce qui est très souvent dit, très souvent fait ponctuellement, mais rarement en fait j'ai vu un contact continu et fort, c'est-à-dire avec beaucoup d'utilisateurs en face, avec des gens qui ont ton WhatsApp perso, qui quand ils sont en galère te font des feedbacks vraiment très immédiats. Donc sur le type de structure on était, dans le lancement en forte croissance, avec beaucoup de gens en local, c'était un avantage vraiment très très fort. Puis c'est vrai que souvent on trouve des très bons ops sortis des boîtes de chez Rocket ou de certaines pépinières comme ça qu'on fait naître des boîtes avec des fortes cultures opérationnelles qui se sont inspirées de succès type Uber, qui sont perçus comme des applis ultra digitales parce que tout le monde connaît le produit Uber tel qu'il est aujourd'hui. À savoir, tu te connectes, il y a plein de chauffeurs autour, tu demandes, 3 minutes plus tard, il est là, il t'emmène à ton point de destination, ta carte est pluguée, tu payes, c'est magnifique. La réalité, c'est que c'est une boîte qui, originellement, était éminemment opérationnelle, était même très intensivement opérationnelle, puisqu'il faisait l'activation. Ça me fait penser un peu au sujet que tu mentionnes. Il faisait l'activation avec les chauffeurs de taxi dans les parkings souterrains, ils allaient les chercher, ils leur installaient l'app, ils leur donnaient le téléphone, etc. etc. Et t'as pas mal de cette culture-là, en fait, qui souvent, et c'est un peu l'objectif d'ailleurs de ce qu'on fait avec ces discussions, parce que t'as tout ce pan-là de l'histoire des boîtes qui est passé sous silence, comme si c'était un truc un peu honteux, tu vois, ou quelque chose qu'il faut planquer parce que le roi, c'est le software, et du coup, il faut pas parler du fait que t'as des dizaines de petites mains autour qui permettent de sortir ça de terre. Je pense que c'est aussi une question d'époque, c'est-à-dire pour nous, Uber et la façon de faire, etc., c'était clairement un modèle, mais sur ce côté très intense en énergie et très intense en présentiel avec les gens qui utilisent ton app, et au final, ça apporte une fibre un peu commerciale à tout le monde, parce que t'es obligé d'onboarder des utilisateurs, mais ils vont te challenger, comme dans n'importe quelle discussion, il y a des objections, il va falloir les surmonter, dire effectivement on est en train de travailler là-dessus, tu verras dans la prochaine release, ça va être intégré, ou alors dire ça tu peux pas le faire comme ça, mais j'ai une solution pour toi. S'ils n'arrivent pas à accéder au service client, c'est pour ça que je parlais du WhatsApp perso, c'est qu'au final les gens on se connaissait à force d'aller 2-3 fois sur les mêmes spots. Ça crée en fait un vecteur de feedback direct, et aussi à mon sens on crée nos premiers fans. On dit toujours il faut avoir t'as pas besoin d'avoir un million de personnes qui utilisent ton app le premier jour, mais il faut avoir tes 10 premiers fans, tes 100 premiers, tes 100 suivants, etc. Et ça, le fait d'être en face à face, c'était un game changer, ça changeait vraiment tout. Donc je pense que l'époque est un peu derrière nous, donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus l'acquisition 100% via des canaux digitaux, etc. Ce que je vois ou ce que je lis, mais
pour moi, c'est vraiment complémentaire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on faisait aussi des campagnes marketing. Enfin, c'est comme ça que moi que je suis entré dans cette boîte-là, hein, avant la partie Ops Bien sûr. qui était très forte et intense en adrénaline, qui est du coup très addictive aussi, hein, parce que on en redemande presque d'aller sur le terrain et de rencontrer les gens, etc. Et d'avoir cette énergie. On avait vraiment une équipe qui vibrait, quoi. Et un bon fournisseur d'hormones positives et de sentiments positifs. Et en plus, tu trouves, je pense, quelque chose que tu trouves difficilement dans l'enceinte du bureau, qui est cette espèce de team building naturel qui se fait là où au bureau, tu as la possibilité d'être chacun dans son coin. Quand tu es sur le terrain en train de discuter avec les chauffeurs, avec les passagers, etc., c'est un peu plus compliqué de se dire, bon, bah, chacun reste dans son coin. Peut-être pour avancer sur expériences, le fait que ce soit Rocket Internet qui investisse chez TripDa, il y a un deal qui devait se faire, parce que l'idée de Rocket c'était de créer un bébé et puis le revendre, et le deal s'est pas fait, donc ils ont pull the plug, quoi. Ils ont pas continué le financement de la boîte. Mais du coup ils m'ont contacté à travers le réseau pour une autre opportunité à Berlin cette fois, dans une entreprise, un marketplace pareil. Dans la logistique, pareil, sauf qu'au lieu de transporter des personnes, c'était des transports de biens, et plus spécifiquement dans le déménagement. Donc les gens sont habitués aujourd'hui à aller sur Booking et à réserver leur hôtel ou à réserver leur vol d'avion. Là, l'idée, c'est de faire la même chose quand il y a un déménagement, pour quelque raison que ce soit, professionnel, ou je changeais d'appart dans la même ville. Je vais sur une plateforme et je prépare mon déménagement et j'ai des devis qui arrivent directement et je peux réserver en ligne. Un service qui est assez mal connu en plus, je suppose. Ouais, l'industrie du déménagement, c'est très traditionnel, c'est très offline, et ce qui a pu être plus connu, notamment en France, c'était Trust. Sur des plus petits volumes, c'était en fait un peu la location de camion avec un driver, avec un chauffeur. Donc il y a toute une partie, on va dire, logistique pour les clients professionnels qui est, je dirais, bien desservis. Après, pour tout ce qui est B2C, c'est vrai que les gens n'ont pas forcément ce mécanisme-là, parce que ce réflexe d'aller sur un site pour rechercher des services de déménagement, parce qu'ils sont habitués à voir l'agence, on ne va pas les nommer, mais les traditionnels du coin, etc. Et ce qui était assez marrant, c'est de découvrir aussi, c'est une industrie comme ça, le déménagement, on ne se dirait pas, mais en fait c'est passionnant, parce que tu découvres en fait qui sont les types derrière, qui sont les déménageurs, quel est leur jargon, quelles sont les problématiques, et c'est super difficile de standardiser. Les avions, tu vas dans un hub à Singapour ou à Montréal ou là où tu veux, l'avion il se pose, c'est la même chose, c'est standardisé comme transport. Autant là, les villes sont différentes, le matériel selon les pays, les endroits est différent, les couloirs parfois sont larges, parfois sont étroits, parfois il y a des escaliers, parfois on peut mettre un monte-charge, parfois on peut pas. Donc il y a d'un point de vue purement opérationnel pour un déménagement, en faisant abstraction un peu de la plateforme, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Du coup, quand tu crées une plateforme là-dessus, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte qui apportent en fait de la valeur à une solution technologique où tu peux spécifier tout ça, mais où il y a aussi le facteur humain qui reste important, parce qu'au final, s'il y a une mauvaise info, s'il n'y a pas 10 mètres mais 100 mètres de portage, va porter un piano sur 100 mètres quand t'as pas de matos, t'as pas prévu ça. Parce que le portage, du coup, c'est la distance qui sépare la maison du cul du camion, comme on dit dans le métier. Du camion, comme... Il y a plein de questions à creuser là dans ce sujet, parce qu'il y a des sujets de logistique, etc. C'est très opérationnel. Tu parles d'un service qui est extrêmement peu standardisé et difficilement standardisable en plus. Donc il doit soulever des sujets en interne intéressants, je pense en tout cas. Sur quel type de rôle, sur quel type de projet tu les rejoins? Je commence là-bas pour monter le service client France. Juste pour le contexte, la boîte avait levé je ne sais plus combien de millions et se lançait sur plusieurs marchés. La base était à Berlin, il y avait le marché français, italien, anglais. Plus tard, il y avait le marché suédois, etc. Donc c'est une boîte basée à Berlin qui opère au niveau européen. Et tout le monde était à Berlin, ou le marché français était à Paris, le marché italien à Rome Il y avait la tour de Babel dans Berlin avec tout le monde à Berlin. D'accord. Comment ça se retraduit, j'ai envie de dire, opérationnellement pour un marché, puisque tu parles de monter le service client, donc le service client est en interne, et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fonction qui évolue autour? Donc si on regarde un pays, on peut dire qu'un pays c'est une BU, avec un service commercial, un service logistique qu'on appelait Ops, mais pour que la terminologie soit claire, dans ce contexte-là, c'est la logistique de quel partenaire déménageur va faire quel déménagement, quelles sont les infos, etc. Et un service client qui entre en jeu en fait à partir du moment où le déménagement a lieu. Tout ce qui est avant, c'est le service commercial, et tout ce qui a lieu le jour du déménagement et après, c'est le service client qui gère. Ok, hyper clair. Et du coup, toi, tu viens pour monter le service client du marché français. C'est ça.
Et quand j'arrive, c'était normal, hein, les débuts, c'était au tout début, ils avaient prévu d'intégrer Salesforce, mais concrètement ça fonctionnait encore à base de spreadsheets, pas toujours bien mis à jour. Comme souvent quand il s'agit de spreadsheets. Et voilà, c'est pour ça que les outils type Salesforce et autres ont beaucoup de valeur, parce que ça t'évite en fait des tracas que les méthodes plus artisanales peuvent créer, qui fonctionnent très bien. Il faut commencer comme ça et ensuite on a une meilleure compréhension des besoins pour non seulement utiliser un outil comme Salesforce, mais aussi le customiser selon nos besoins. Donc c'est bien de commencer par des spreadsheets et des méthodes artisanales pour ensuite savoir comment mieux customiser des solutions type Salesforce qui étaient en cours d'intégration quand moi je suis arrivé. Donc j'ai fait 1 an de service client à recruter, à manager l'équipe, à monter le service et les outils pour que le service fonctionne bien. Après cette première année, ça m'a donné une bonne compréhension de, dans la pratique, ce qu'était le déménagement, le jargon, la plateforme, etc. Et un certain nombre de chantiers process sur une création de service, une structuration de service comme ça. Est-ce qu'il y a un ou deux éléments qui te... Il y en a beaucoup. Il y a déjà, ne serait-ce que les contrats à voir avec les RH. On avait mis un système de bonus, il faut créer les conditions du bonus. Il y a même une partie contractuelle où au final, c'était un peu main dans la main avec les autres services. Pour tout ce qui était migration, c'était avec l'équipe technique. Pour tout ce qui était la gestion des dossiers, c'était de la communication avec les 2 autres services de la BU, donc la logistique et le service commercial. Comme on était tous dans les mêmes locaux, au tout début, la communication, c'était je me lève, je vais à ton bureau. Mais par contre, c'est terrible parce que le collègue pour reprendre le dossier le lendemain, les horaires d'ouverture étaient conséquents, donc on ne pouvait pas faire bosser les gens 70 heures. Ce qui est naturel en fait pour un service qui a des grands horaires d'ouverture d'avoir plusieurs personnes qui touchent le même dossier. Et il faut donc que l'information elle soit non seulement écrite mais loguée au bon endroit et les changements effectués sur le dossier réellement effectués et pas juste en commentaire parce qu'ensuite c'est redistribué côté Ops et ensuite en bout de course aux déménageurs. Je te prends un exemple tout bête, mais si le client se rend compte qu'au final le camion ne pourra pas être à tel endroit pour une raison X ou Y, et qu'en fait ça passe de 20 à 100 mètres la distance de portage, il faut non seulement prévenir le déménageur, parce qu'il faut qu'il prévoie le matériel et les équipes en conséquence, potentiellement refacturer, etc. Et juste les commentaires, ça suffit plus au bout d'un moment. Et donc ça, c'est un exemple. Là, tu es obligé d'implémenter en gros une communication qui circule de service en service avec des éléments qui vont être communiqués aux partenaires, des éléments qui vont être communiqués aux clients. Et si on rentre dans le vif de ce sujet-là, on utilise quoi pour mettre en place cette communication? Et est-ce que c'est une baguette magique où du jour au lendemain ça résout le problème de communication ou est-ce que c'est un truc d'un peu plus longue haleine? Je pense que c'est une question biaisée, parce qu'évidemment c'est un peu plus un travail de longue haleine, il n'y a pas de baguette magique. Par contre, il y a d'une part des outils que j'ai mentionnés. Donc les customiser, ça veut dire interagir avec les équipes côté tech pour que l'utilisation soit facilitée pour les outils en interne, j'entends, par le service commercial, le service client, le service logistique. Il y a évidemment une partie de training, c'est-à-dire voilà un nouvel outil, c'est censé résoudre tel et tel problème, il faut que vous l'utilisiez de telle et telle façon. On faisait des sortes de sessions plénières avec toutes les équipes et ensuite un travail de follow-up. C'est là un peu le côté de management des équipes sur cette question-là, c'est être sûr que les gens utilisent proprement ce qui est mis en place et quand il y a besoin de renforcer la communication, une documentation assez poussée des process et au-delà de ce qui est technique, c'est dans tel cas de figure, qu'est-ce que je fais, les options, etc., les choses à vérifier. Donc il y a vraiment une partie de l'outil, une partie de communication avec les équipes, de follow-up et ensuite c'est un truc qui se fait au fil de l'eau. Et du coup, on avance vers quelque chose qui se structure, qui se streamline un petit peu qui aussi. S'optimise à vitesse grand V. C'est toujours marrant de se dire, on reparle d'une période de spreadsheet, on voit comment était l'outil à la fin, moi quand j'ai quitté la boîte, et il y a eu plein d'étapes intermédiaires. Et c'est vrai quand on regarde d'une étape à l'autre, on a l'impression qu'on a changé des choses à la marge, mais quand on regarde l'évolution de l'outil en 3 mois ou 6 mois, c'est phénoménal, quoi. Et du coup, on s'occupe du service client pendant une grosse année, ce que tu expliquais. Après, changement de rôle à l'intérieur de la même structure. Ouais. Pendant ma première année, moi je suis allé voir des gens un peu dans l'organisation en leur disant on a tel et tel problème ou il y a telle et telle chose qu'on peut améliorer de telle ou telle façon. J'avais quand même pas mal d'idées sur comment améliorer les choses et donc ils m'ont proposé de rejoindre ce qu'ils appelaient le PMO, donc le Project Management Office, qui était un truc dans l'équipe centrale, c'est-à-dire qui servait en fait tous les pays et pour améliorer les process, par exemple au niveau des claims, au niveau des changements de dossiers. Donc des mises à jour, communication en interne qu'on doit avoir, mais il y a aussi l'update qui doit être communiqué au client pour que l'information soit transparente, actée, etc. Que ça ne soit pas une surprise
pardon, je t'interromps, mais parce que les modifications de dossier, comment ça se retraduit en fait? Parce que si j'ai bien compris, il y a un client qui achète une prestation de service sur la plateforme et ensuite il fait des modifications. Bah, il peut dire je pensais que j'avais telle armoire, finalement je l'ai vendue, vous pouvez me l'enlever. Par contre, j'ai telle autre chose. D'accord. Donc potentiellement sur le volume, c'est la même chose, mais cette autre chose qui rajoute, c'est une statue de 200 kg. Donc c'est bien d'informer le déménageur, parce qu'effectivement ça rentre entre guillemets dans le camion, ça change pas le volume, mais ça change les conditions. C'est là où je parlais, où c'est difficilement standardisable, c'est-à-dire qu'un être humain dans un avion peut être plus ou moins volumineux, plus ou moins avoir un poids plus ou moins élevé, mais essentiellement c'est la même chose, quoi. C'est la même unité que tu transportes d'un point A à un point B. Là, changer des éléments du dossier en cours de route, nous on offrait cette flexibilité là aux clients, donc c'était quelque chose qui était dans la proposition de valeur, mais il fallait que les process, la communication suivent derrière et que tous les partis pris soient informés. À ce moment-là, tu es sur un rôle qui ressemble un peu plus à ce qu'on appelle les ops dans les boîtes tech aujourd'hui, donc d'unification de process, de mise en place de nouveaux process de collaboration avec plein de départements à l'intérieur de la boîte pour que ça soit des questions d'outils, de gestion, de communication ou de process très business. Et du coup, on est sur un produit qui a l'air un peu complexe quand même. Ouais. Le service est complexe, l'outil il a un niveau de complexité qui correspond au type de service. Après, c'était effectivement toutes des initiatives pour améliorer la qualité des déménagements, des services. On mesurait le NPS, on avait nos indicateurs de performance. Le NPS qui est le Net Promoter Score, qui est un indicateur qui permet de mesurer la satisfaction de la clientèle et qui s'exprime en pourcentage. Exactement. On a ça. Et pour améliorer, pour avoir ces initiatives qui fonctionnent, il faut que les initiatives soient co-construites par les parties prenantes, c'est-à-dire les responsables de BU de chaque pays, etc. Donc il faut prendre les inputs, proposer une sorte de plan d'action qui impacte les process dans chaque pays, qui impacte côté technologique, finance par exemple, on n'a pas encore parlé de finance ou des fonctions admin, mais ça peut impacter les RH, etc. Donc il faut avoir un peu tout en tête, et c'est vraiment de la gestion de projet, qui était, c'était aussi passionnant, parce que ça m'ouvrait un peu sur les autres pays au sein de la boîte. Il y avait un peu moins de fonctions de gestion d'équipe en direct. C'est un peu vraiment de l'influence et les dotted lines comme on dit. Je peux pas arriver et dire toi tu fais ça parce que je suis ton boss, mais c'est dire bah là on a telle et telle chose, je sais que ça t'arrange pas, mais il faut qu'on avance tous ensemble, donc c'est un peu donnant-donnant. On avait de la chance que ça soit pas trop politique, c'était pas des trucs, ça peut sonner comme des discussions un peu politiques, et en fait comme les gens étaient tous de bonne volonté, c'était quand même relativement agréable. Et c'était un truc, l'expérience au Brésil en fait, le fait que socialement c'est le meilleur pays du monde, fait que quand on arrive en Allemagne où le climat est un peu plus froid même humainement, ça faisait passer un peu mieux les sujets. Les éventuelles couleuvres. Ouais, mais c'est plus pour une question de, comme on dit, les savoir-être. On parle beaucoup de skills et de compétences techniques, etc. Ce qui est, j'adore, hein, moi je suis plongé dans la data science après, le code, etc. Donc je suis un grand fan de tout ce qui est données, savoir les manipuler, donc il faut des skills techniques. Mais on perd de vue peut-être trop fréquemment, notamment au début de carrière, moi c'était un truc que je comprenais pas trop. Tous les sujets liés à la culture, tous les sujets liés à comment les gens interagissent, c'était soit secondaire, soit pas quelque chose qui était au premier niveau, au niveau conscient, quoi. Et c'est cette expérience-là en Allemagne où j'ai vu vraiment ce qu'une culture avait pu m'apporter et qui me facilitait la vie en fait dans mon taf, dans une autre culture où les gens étaient parfois un peu obtus et n'arrivaient pas forcément à trouver de solution. Le fait de pouvoir être un peu plus fluide et flexible, et dans une démarche qui est orientée solution plutôt que dans une démarche qui est orientée comment je fais en sorte que ce soit le plus confortable pour moi. Parce que les ops souvent on dit c'est des process. Si on regarde au microscope, comment est-ce que je passe d'un état A à un état B en s'assurant que tout marche, tout fonctionne. Ok. Si on dézoome un peu, il y a quand même beaucoup de choses qui font qu'un process marche ou pas. Et il y a aussi la réalité des boîtes, notamment les plus petites structures, c'est que trop de process, ça te rend lent et ça peut tuer ta boîte. Du coup, quand les choses ne sont pas écrites, comment se comportent les gens, comment on résout les problèmes. Quand on a une petite équipe de 10 et qu'il y a des founders, les founders sont là et c'est un peu plus clair sur l'intention, la façon de faire, la culture qui est imprégnée. Quand l'équipe grandit et qu'il y a besoin de relais pour faire tout ça, il faut s'assurer que ça soit fait un peu de la bonne façon. C'est tous ces thèmes de culture et de savoir-être qui, moi, me paraissaient, quand j'étais en école de commerce,
Je me disais, bon, c'est une façon pour le prof de facturer un truc c'est du flan. Oui. En fait, tu te rends compte avec un peu d'expérience que c'est un truc vraiment fondamental, quoi. Et dans les cultures de boîte, il y a des choses qui sont... Parfois, on n'a pas le temps de se consacrer à la culture de sa startup. Mais je pense que plus c'est présent, en fait, dans la tête des founders, notamment sur la deuxième, troisième boîte, etc., meilleure sera la culture et meilleure sera la performance. Au-delà des process et juste du détail de comment les choses sont implémentées. Donc c'est un peu méta et peut-être en dehors de ce qu'on s'imagine comme ops au sens de process, mais c'est fondamental pour moi. Mais c'est hyper intéressant parce que ça revient dans chacune des conversations qu'on a, cette notion de être le liant. D'une certaine façon, parce que quand tu es celui qui est en charge de faire en sorte que celui qui tire dans cette direction et celui qui tire dans cette direction, il se retrouve là, en fait c'est toi qui construis le liant, qui construis la passerelle d'informations, de process, de système qui permet à ces deux de se retrouver, et ça ressort dans l'intégralité des conversations et des échanges qu'on a. Donc c'est hyper intéressant, et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que quasiment chacun de nos interlocuteurs nous le mentionne, et nous le mentionne comme quelque chose qui est un peu contre-intuitif quand on pense au métier. Donc ce qui probablement reflète aussi une forme de décalage entre l'idée la plus répandue de ce qu'est le métier d'Ops et la réalité dans les faits. Quand on commence à le faire à un bon niveau et à le faire de manière efficace, c'est qu'on recommence à dealer avec de l'humain. Ouais, clairement. Il y a aussi la question, le côté d'expérience, je pense, qui joue, c'est que quand on commence, c'est le premier job en tant qu'ops ou la première boîte en tant que founder, c'est des enjeux qu'on n'a pas forcément en tête. Quand on a vu une fois, deux fois, trois fois un type de problème arriver et qu'on voit qu'en sous-jacent, parce que parfois tout simplement les gens ne se parlent pas, des choses aussi bêtes que ça, le problème aurait pu éviter ou ne pas exister si simplement les services étaient plus proches. Parfois c'est des questions même c'est des choses qui viennent et qui sont beaucoup plus conscients pour les gens qui sont dans leur deuxième, troisième, quatrième expérience. Et du coup, post-Berlin, parce que tu disais qu'après tu t'es plongé dans la data et dans des skills du coup très techniques. Et du coup, post-Berlin, data, un peu plus tech. Ouais, retour à Paris, le Covid passe par là. Donc je me retrouve à pouvoir faire le wagon, qui était une formation que je voulais faire déjà depuis un moment. D'accord. J'avais déjà fait un peu de code en Python en 2013, j'avais acheté un bouquin, j'avais appris un peu à coder. Et là, je me retrouve à pouvoir faire un truc un peu plus sérieux en termes de quantité de skills, et ils venaient de lancer leur formation en data science. Que historiquement, le wagon, ils avaient toujours leur cours de web dev, qui m'intéressait, mais moins que la partie data. Notamment parce que j'étais pendant très longtemps, on parlait de placement, assis à côté de l'équipe BI à Berlin. Donc j'ai eu des discussions et ça a teasé ma curiosité. Du coup, tu baignais déjà dedans, quoi. C'est ça. C'est ça, je faisais un peu de SQL. Et là, donc c'était extra. Pendant 9 semaines, j'ai bouffé du code, du Python, utilisé des librairies de machine learning avant que ChatGPT débarque sur le marché. Ouais, c'est ça. Et notre projet de fin du wagon, on utilisait déjà un modèle, alors c'était pas un LLM, mais c'était un modèle qui comprenait le langage. D'accord. Et qui comprenait si c'était un synonyme ou un antonyme, mais au niveau des phrases. C'est-à-dire, je disais, il fait beau ou il fait grand soleil, il disait c'est la même chose. Si je disais Trump est président ou Biden est président, il allait me dire c'est différent. Donc il y avait, c'était quand même assez technique avec des histoires d'embedding, etc. pour ceux qui connaissent ChatGPT. Enfin, c'est encore une fois un sujet passionnant, comme tous les sujets dès qu'on se plonge dedans. C'est assez intéressant. J'avais toujours cet attrait pour le code et la data. Après le wagon, j'ai donné des cours aussi en tant que teacher. Ils ont un teaching assistant et ensuite j'ai donné quelques cours à Londres et Amsterdam en prof principal. Donc ça m'a forcé à me plonger. C'est le meilleur moyen d'apprendre, je trouve, de devoir enseigner. Parce que l'avantage, c'est que j'étais à la place des étudiants pas très longtemps avant. Je savais quels étaient un peu les points les plus difficiles, sur lesquels il fallait passer le plus de temps, et ça, donc, ça c'était impeccable. Quand il y avait toujours 2-3 types sortis de l'X qui étaient ou l'équivalent, qui étaient là et qui me posaient des questions un peu... je leur disais, très bonne question, c'est un peu out of scope, mais tout ça pour dire que c'était vraiment cette partie code en 2020-2021. J'ai fait un petit break après où j'ai passé un peu de temps au Brésil pour revoir la famille, tout ça. Et puis quand je commençais à me dire bon, il serait temps de retourner à Paris et de chercher un taf plus avec un contenu technologique plus conséquent,
soit en codant directement, soit sur une partie BI, data analyse, etc. J'avais regardé aussi pour lancer ma propre boîte sur ces thèmes-là. Donc j'étais un peu ouvert à toutes les opportunités et par le réseau, il y a cette opportunité au Luminator qui m'est parvenue. J'étais en vacances au Brésil, puis j'ai parlé avec Sarah Diane, qui est la fondatrice du Luminator. Donc voilà, c'est bien passé sur les entretiens avec Sarah Diane. J'ai commencé à m'imprégner un peu de l'écosystème Cosmos, qui est, on va dire au sens large, l'univers technologique dans lequel le Luminator a été créé. Il y a une technologie sous-jacente qui s'appelle le Cosmos SDK, etc. À comprendre pourquoi est-ce que c'était une blockchain, une technologie blockchain plus verte que ne l'est le Bitcoin. Donc on mine pas des blocs avec énormément d'électricité. On a un mécanisme de consensus, donc c'est comment est-ce que le réseau tout le monde se met d'accord pour dire bah ça c'est de la bonne info qui est vérifiée. Donc ce mécanisme de consensus il est moins énergivore, donc la blockchain est plus verte. C'est là où je parlais au tout début davantage de chacune des blockchains. Et je suis arrivé sur Paris et lancé dans le grand bain d'une chaîne qui tourne, d'un use case plus orienté marque et client B2B, de nouvelles idées pour lancer d'autres use cases qui se concrétisent en fait dans le lancement d'un index ou un ETF. Dans la finance traditionnelle, l'idée c'est de se dire j'ai 100 € au lieu d'acheter une portion d'actions de Total, un peu de Sanofi, etc. Si je veux acheter une représentation du CAC 40, je vais voir mon banquier, je lui dis achète-moi une représentation synthétique, achète-moi un index du CAC 40. Donc ça c'est un truc de finance traditionnelle. Et nous, on a amené ça sur l'écosystème Cosmos, parce qu'il y a plus de 50 chaînes connectées, etc. Donc pour quelqu'un qui s'y connaît pas, il y a déjà toute la compréhension de la technologie, etc. Ensuite la compréhension de chacun des 50 ou 100 projets, c'est un peu complexe, donc on s'est dit, comme notre mission c'est de simplifier l'accès et l'usage de ces technologies-là, on crée un petit token qui te permet d'accéder. Représenter une sous-version synthétique, être représentatif de l'intégralité d'un écosystème. Ok. C'est ça. Covoiturage, déménagement, data, blockchain. Le fil rouge de tout ça, en fait, c'est d'être un simplificateur, de faire partie de ces gens qui font en sorte que les choses se passent. C'est ça, c'est comme ça que je l'explique. Tu fais quoi? Je résous les problèmes et je fais en sorte qu'on avance vers nos objectifs. Si on prend un exemple concret là, de ce que j'ai fait pour le lancement de cet index, il y avait toute la partie conception. On avait un spécialiste DeFi de produits, parce qu'il y a quand même toute une partie de recherche et de conception qui est non négligeable, juste intellectuelle, hein, je parle même pas de code jusque-là. Donc c'est de faire de la documentation et d'expliquer le projet, donc réviser tout ça en anglais, voir si c'est compréhensible, toute la partie design, coordonner ça, donc on lance un produit, comment il s'appelle, c'est quoi le logo, comment est-ce qu'on l'explique, est-ce que la landing page est à jour, etc. Donc il y a une partie presque interface, business, design et tech qui est assimilable à un peu ce qui est un product manager Bien sûr. dans des équipes plus grandes, quoi. Là au sein de la core team, du coup il y a ça, il y a aussi le fait, tout simplement il y a une conférence, on va le lancer à la conférence, les billets d'avion, une partie très pragmatique, quoi. Très organisationnelle. Ouais, c'est ça, c'est une conf, donc on a un stand qui amène le matos, les flyers, les trucs comme ça. Une fois qu'il y a un stand, il faut y être. Il faut expliquer aux gens ce qu'on fait, qu'on a un réseau qui accueille des usages grand public, notamment cet index qu'on lance, etc. en grande pompe. Il y a la coordination avec les équipes qui étaient restées à Paris, parce qu'on était du coup à Medellín. C'est toute une gymnastique. On rencontre un type là-bas super sympa. Moi je parlais espagnol, je parle portugais, du coup l'espagnol c'est facile pour moi. On sympathise, il me dit tu fais une interview, une interview dans un mois et tout en espagnol. Je fais ouais, trop bien. Donc je me retrouve à Paris dans ma chambre un mois après à faire une interview. C'est un peu ça quand je dis avoir plusieurs casquettes et résoudre des problèmes, c'est pas forcément des problèmes, mais c'est faire en sorte qu'on avance sur nos objectifs de com et qu'on se prive pas de faire une OP com en espagnol parce que Bien sûr. Parce qu'on n'a pas de personne native en espagnol. Du coup moi je suis pas natif mais j'y vais quoi. Et du coup in fine on rentre un peu dans cette définition de l'Ops qui fait ce qui doit être fait. C'est celui souvent qui est assez flexible, assez agile, pour revenir au sens un peu à cette valeur un petit peu qui est centrale dans tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, pour aimer apprendre, aimer faire 25 trucs différents dans la journée sur des sujets qu'il ou elle ne comprend pas forcément ou ne maîtrise pas forcément a priori, mais simplement parce que quelqu'un doit bien s'en occuper et que ça permet, c'est ce qui in fine permet à la machine d'avancer et permet à tous les spécialistes, chacun sur leur discipline, d'être le plus efficace possible et de faire en sorte que le fameux 1 + 1 + 1 égale supérieur ou égal à 3. Quand on arrive sur ce supérieur ou égal à 3, en général c'est qu'on a atteint déjà un certain niveau de coordination, en tout cas dans une structure.
Et du coup, si on pense maintenant à un cas d'usage dans lequel soit tu te serais un peu heurté à un mur dans une boîte, soit un des gros challenges qui arrivent pour vous là bientôt avec le Loom Network, on parle de quel type de sujet? Comme on est allé dans le passé, ça m'a rappelé des souvenirs du Brésil et de Tripda. Donc l'échec, c'était que la boîte en fait ne soit pas refinancée ou qu'il n'y ait pas d'exit, etc. Donc, c'était un peu plus tôt dans la carrière, donc c'était plus marquant aussi. Ça donnait vraiment l'impression d'avoir coupé un élan alors qu'on allait continuer, c'est le pour le terme, mais vraiment à tout déchirer et on était on fire, quoi. Et en fait, avec un peu de recul, certaines leçons, déjà on ne contrôle pas tout. Il y a une part un peu soit d'aléatoire, soit un niveau d'info, par exemple sur ce que les founders disaient pour le rachat. Parfois, l'écho que j'ai eu, c'était qu'il y avait un problème d'ego entre les acheteurs potentiels, etc. Donc pour te dire à quel point c'est pas forcément on a mal exécuté, on n'est pas bon, etc. en termes de sous-évaluer ce qu'on a fait. Mais de fait, le résultat, c'est qu'il y a des parties externes, des choses qu'on contrôle pas. Après, dans ce qu'on aurait pu ou dû mieux faire, je parlais de coupler le offline avec le online. Je pense qu'on n'a pas été assez efficace pour avoir des sortes de pumps, parce que les courbes en semaine, les gens voyageaient pas trop, c'est de la longue distance. On avait des bumps le week-end et sur les jours fériés, etc. Pour que ça soit maximisé et qu'on atteigne vraiment tout le potentiel, il aurait fallu qu'on soit plus smart, plus efficace, etc. Ça aurait pu passer par différentes choses. C'est difficile de revenir en arrière parce que on avait tous le niveau de maturité qu'on avait à l'époque, etc. Mais si on s'est cassé les dents sur quelque chose, c'est ça, c'est le fait de ne pas réussir suffisamment fort, suffisamment vite pour que le financement, le rachat soit inévitable, quoi, de rendre ça vraiment inévitable. C'est la leçon qu'on apprend, elle est double, elle est que il y a des événements extérieurs sur lesquels on n'a pas forcément de contrôle et du coup ils ne doivent pas être au cœur du focus parce que ce sur quoi on ne peut pas agir, autant le laisser de côté. Et une autre leçon qui est que en plus de la qualité de l'exécution, il y a une vraie nécessité de vélocité de l'exécution. C'est la pente de la courbe, quoi. C'est le fameux à quelle vitesse tu arrives suffisamment haut pour devenir un no-brainer pour un acheteur ou un investisseur. Quand je dis qu'on n'a pas le contrôle, c'est pas pour se dédouaner, c'est pour comprendre quels sont les facteurs de succès aussi, quoi. C'est de se dire, ok, il y a tout ce que moi je fais, il y a tout ce que les autres font, puis il y a d'autres choses dont j'avais pas conscience avant. Mais sur cette idée de vélocité, juste, il y a, ma vision un peu d'Ops et du métier, c'est très lié en fait à des aspects de gestion d'équipe tech. Mon meilleur prof d'Ops, c'est mon pote, mais qui était l'ancien CTO de la boîte, parce qu'il avait une vision très claire et précise de comment délivrer du code rapidement, en itérant, ce sur quoi il fallait se concentrer, ce sur quoi il fallait dire non. Il y avait une vraie strate réfléchie. Et cette idée de vélocité, elle découle du fait de pouvoir itérer rapidement. C'est pas juste des concepts où on se cale dans le calendrier des sprints de 2 semaines et on est agile et on est scrum, etc. C'est très bien, mais je pense que c'est pas suffisant. Le côté humain et le facteur humain est au centre de la méthode agile. Et parfois, on parle de process et il y a des Scrum Masters, etc., qui viennent et qui te font du process, mais il manque un bout essentiel qui est comment l'équipe interagit et comment est-ce que cet artisanat, et c'est vraiment de l'artisanat, est-ce qu'on arrive à se comprendre, à faire gaffe, à apprendre de nos erreurs, en itérant rapidement et en ayant un truc qui est à mon avis essentiel et que franchement, même jusqu'à aujourd'hui, je suis pas assez rigoureux là-dessus, c'est sur cette idée de rétrospective que tu as à la fin des processus itératifs. Tu te dis, on s'est planté là, à cause de ça, on comprend, on patch, et la prochaine fois on se plantera pas là-dessus. Et le fameux post-mortem. C'est ça. Qui vient d'ailleurs bridger sur un sujet ô combien éminemment Ops, qui est le comment est-ce qu'on transmet la connaissance, notamment quand quelqu'un s'en va, change de fonction, le temps qu'on recrute, la nouvelle personne, etc. La synchronisation parfaite, elle n'existe pas. Et du coup, la documentation, in fine, c'est peut-être le seul moyen qui nous permet d'assurer la transmission de l'information, le fait qu'on ne refait pas les mêmes erreurs, et un peu tout ce que tu évoques là, qui est comment est-ce qu'on devient meilleur en faisant un tout petit peu abstraction des personnes. Il y a effectivement la partie documentation, et moi je suis un enquiquineur, parce que je force un peu les gens depuis toujours, parce que ce qui est écrit reste et est transmissible, etc. Idéalement, comme on s'améliore, le problème qu'on avait il y a 6 mois, on ne peut plus tellement l'avoir. Alors, il y a beaucoup moins de chances parce que l'outil s'est amélioré, parce que potentiellement c'est des services qu'on n'offre plus, ou alors parce qu'on sait que c'est trop casse-tête. D'une certaine façon, ce problème-là, il est beaucoup plus difficile de se manifester.
Et ensuite, c'est là où je parlais de culture au tout début, c'est ok, on a tout qui est écrit, on a eu la session de training, c'est difficile d'assimiler 300 pages de doc, c'est impossible pour quelqu'un qui est nouveau dans son taf. Tu es dans ton taf de première semaine, donc déjà, est-ce que tu as fait l'effort de voir si tu peux trouver l'info, la solution et tout? Ça, c'est un bon point. Si c'est toujours pas possible, c'est là où intervient le côté culture et comment est-ce que les gens se comportent quand les trucs sont pas écrits, tu vois. Absolument. Tu as des guidelines côté RH, il y a des trucs qu'on tolère pas. Ok, et comment on se comporte quand il y a telle ou telle situation qui se présente quoi, avec les collaborateurs, avec les clients, avec les prestataires. Et c'est pour ça que je trouve que c'est fondamental, parce que quand tu as la chance qu'on a dans des boîtes en forte croissance ou start-up par rapport à des grosses boîtes, des grosses machines qui tournent et au final la structure est déjà tellement en place que tu as peu de chances de te tromper. C'est que tu es obligé d'utiliser ton cerveau à un moment. Tu es obligé d'arriver et de te dire ok, ça c'est casse-tête, ça c'est une situation, et de te dépasser sur des situations un peu parfois de stress, quoi. Et de te dire il faut que je résolve ça, et tu te découvres des capacités dans ces environnements-là. Je trouve que c'est génial. Mais il faut que les gens fassent un effort de documentation, comme tu disais, qu'ils soient bien managés, c'est-à-dire que les managers aussi prennent leur métier à cœur et guident vraiment et développent un peu les personnes, et que les personnes comprennent qu'elles ne peuvent pas être développées à 100% par quelqu'un d'autre, qu'elles se prennent en main, elles se prennent en charge et amènent cette énergie pour résoudre les problèmes quand c'est pas écrit, quand c'est pas clair, quand c'est confus. Et cette capacité à amener de la clarté, à amener de la résolution quand les situations sont compliquées, pas nettes, etc., c'est une vraie valeur qu'il faut détecter chez les gens et les augmenter quand c'est le cas, faire en sorte qu'ils restent. Les faire grandir. Et rentrer dans le fameux on conserve les meilleurs éléments parce que c'est les meilleurs éléments qui font la meilleure team, qui font la meilleure boîte. Exactement, j'aurais pas pu mieux le dire. Bah écoute, hyper cool Alexis, merci beaucoup d'être venu échanger avec nous. Avec plaisir. Ça a été un plaisir de t'avoir. Du coup on continue après dans la série What is Ops, on se retrouve dans le prochain épisode.